Bienvenue dans Dance Lab, le podcast dynamique et éducatif où la passion de la danse rencontre le monde de l'entrepreneuriat, du bien-être, de la santé mentale et bien plus encore. Des conseils, des histoires, des conversations captivantes avec des experts et des personnalités où recommandations et partage d'expériences enrichissent le quotidien des danseurs et pas que. Je suis Maïwenn Bramoulet, danseuse professionnelle aux multicasquettes, passionnée de danse depuis toute petite, ayant pour objectif de lever les voiles sur les fantasmes et les clichés du métier. En vous partageant toutes les facettes, les difficultés, les richesses et les challenges que ce métier comporte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à me laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu souhaites participer au podcast, écris-moi. Aujourd'hui, j'accueille Diem, une artiste aux multiples talents, comédienne, chanteuse, coach vocale et danseuse. Son parcours est marqué par une certaine rigueur inculquée dès son enfance où les attentes familiales, fortement ancrées dans la culture vietnamienne, l'ont poussée à exceller dans des domaines aussi variés que le piano, la danse classique ou encore la gymnastique. Mais derrière cette façade de perfection se cachait une jeune femme portée par une soif de liberté et de création, voulant explorer professionnellement ses différents univers artistiques. Elle fait ses études en horaire aménagé au conservatoire de piano à Versailles et plus tard fréquente les cours Florent et le studio harmonique. Après des études de management, Diem décide de se consacrer entièrement aux arts vivants, au grand désespoir de ses parents. Elle enchaîne les projets et malgré les doutes de son entourage, elle persévère et obtient de nombreux succès. Ce n'est qu'après avoir obtenu le premier rôle dans un long métrage aux côtés d'Elise Moon que Diem parvient à obtenir la reconnaissance de ses parents. En parallèle de sa carrière d'artiste, elle se passionne pour l'enseignement du chant, partage son expérience et ses connaissances avec de nombreux élèves. Dans cet épisode, nous explorons les différentes étapes de son parcours artistique, de ses débuts prometteurs à ses succès actuels. Nous parlerons de son rapport à la tradition et à la modernité et de l'importance de la transmission et des défis qu'elle a rencontrés en tant que femme asiatique dans le milieu artistique. Au-delà de son parcours individuel, l'histoire de Diem nous invite à réfléchir sur la place de la danse dans nos vies. Comment la danse peut-elle être un outil d'expression, de libération et de transformation ? Et ce sont à toutes ces questions que nous tenterons de répondre dans cet épisode. Coucou Diem. Coucou Maïwenn. Comment tu vas ? Ça va super et toi ? Ça va très bien. À chaque fois je dis ça alors que je t'ai accueilli avant et tout, je t'ai déjà demandé comment t'allais. C'est pour amener une introduction, tu vois. Oui, voilà, pour détendre l'atmosphère. Eh ben, écoute, un peu comme tout le monde, est-ce que tu peux, pour débuter, nous parler de ton parcours personnel et professionnel et ce qui t'a amené à avoir toutes tes casquettes et artistiques ? Je sais pas du tout par où commencer. Je dois commencer par ma naissance. Non. Oui, j'ai commencé le piano à l'âge de 4 ans. C'est ma mère qui m'avait mise au piano. Hein. Donc voilà, j'ai commencé la musique assez tôt. Et puis dans le même temps, en plus, je commençais déjà à inventer des chansons quand j'étais petite. Donc je faisais des concerts pour mes parents dans le salon. Je me mettais sur la table basse. Je crois qu'on l'a tous fait. C'est vrai. Je faisais des spectacles. Ah, c'est vrai ? Trop bien. Tu faisais des spectacles de danse ? Oui. Tu chantais aussi ou pas ? Je crois pas. Donc chacun son cœur de métier finalement. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai commencé la danse à l'âge de 6 ans. Donc j'ai fait de la danse classique. Encore une fois, je crois que c'était ma mère qui m'avait mise à la danse, quoi. Bon, je faisais aussi de l'équitation. Ça, c'est moi qui avait voulu, par contre. Je faisais aussi de la gymnastique aux agrès. Donc le rapport au corps, du coup, était assez présent, ouais. Ensuite, j'ai continué le piano jusqu'à la fin du collège. Donc à la fin du collège, j'ai commencé le théâtre. J'ai commencé les cours Florent. Ça, c'était vraiment absolument ce que je voulais faire. Puisque depuis que j'étais petite, j'avais un rapport au théâtre, au jeu en tout cas, qui était assez prononcé, assez présent. Pendant les cours de récré, tu t'amuses avec tes copains et tout. Tu fais plein de... je faisais plein de sketchs en fait. Voilà. Et donc j'ai finalement commencé le théâtre à 14 ans. Et c'est l'année aussi où j'ai tourné mon premier film. Donc là, vraiment, je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux faire. C'est incroyable. Et voilà, et donc j'avais arrêté la danse classique à l'âge de 14 ans aussi environ, donc au moment où je commence le théâtre. Et en fait, j'ai repris la danse quelques années plus tard, au milieu du lycée. Et là, par contre, j'ai fait autre chose. J'ai pas fait de danse classique, plutôt du hip-hop. C'était incroyable. Ça t'a permis de te libérer un peu de l'éducation structurée que t'as eue et
Ça t'a donné envie de créer ou plutôt l'inverse? Ouais. Par rapport à la danse, tu vois, où tu disais que t'étais pas repartie dans le classique, dans la danse, mais plus dans le hip-hop. Ouais. T'avais besoin de plus de folie et moins de rigueur par rapport à l'éducation que t'avais reçue aussi? Bah en fait, oui, je pense que j'avais besoin vraiment d'un exutoire en fait, parce que j'avais effectivement une éducation très 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 stricte. Ne serait-ce que même dans la danse classique où c'est vraiment très carré, très structuré, très strict. Au contraire, le hip-hop, c'était vraiment un élément de liberté. Et en plus, moi, mon rapport au hip-hop, c'était vraiment... en fait, moi, j'ai découvert le hip-hop quand j'étais au collège, quand j'avais 13-14 ans. Et tu sais, on téléchargeait à l'époque des titres, des sons sur LimeWire, eDonkey, tout ça. Et donc, en fait, j'avais téléchargé plein de titres de Missy Elliott, Snoop Dogg, Busta Rhymes, et un peu plus tard Ciara. Je les mettais dans ma chambre et tout ça, et je dansais devant le... J'avais une commode, en fait, avec des vitres. Et j'ai pas de miroir, donc je dansais devant la vitre tout le temps, dès que j'avais un moment libre. Et donc en fait ce truc là pour moi c'était vraiment mon petit moment de liberté, tu vois, je me faisais plaisir et tout. Et donc mon rapport au côté hip hop il est vraiment spécial. Pour moi c'est vraiment le côté passion de la danse qui est survenu à ce moment là, parce que quand je démarre la danse classique, c'est pas moi qui décide. Et c'est ma mère qui m'a beaucoup poussée dans tout ce que j'ai fait, le piano, la danse, etc. J'ai pas vraiment de souvenirs de quand je faisais la danse classique. Je me souviens juste qu'il fallait que je fasse les choses bien, etc. Et donc là, quand je découvre le hip-hop, pour le coup, c'est vraiment la passion qui commence à grandir. Et en parlant de passion, du coup, t'as toujours su que tu voulais faire de l'art? Enfin, est-ce que... même un peu avec tes parents qui voulaient pas que tu ailles trop dans cette direction, toi au fond tu as toujours su que tu voulais faire ça? Alors, oui, mais enfin quand j'étais petite je me souviens que je voulais devenir vétérinaire équin. Ok. Ouais, parce que j'ai une grande passion pour les chevaux. J'avais écrit sur un petit carnet mes horaires d'ouverture de cabinet, quel jour j'allais ouvrir et tout, bref. J'étais hyper organisée pour mes consultations. J'adore. Et au final, non vraiment je pense que j'ai su que je voulais faire de l'art vers mes 13-14 ans. Quand je commence à rentrer au cours Florent, quand j'officialise, entre guillemets, mon rapport au jeu, mon jeu. Tous ces moments où je jouais qui n'étaient pas vraiment... ça reste toujours du plaisir, mais tu sais, c'est vraiment quelque chose de spontané chez un enfant, quoi. Ouais. Tu joues tout le temps. Et donc, à partir du moment où je rentre au cours Florent et où je tourne mon premier film, là, pour moi, ça commence à devenir quelque chose de sérieux, où je me dis... ah ouais, c'est ça que je vais faire dans ma vie. Et en fait, à partir de ce moment-là, je n'ai jamais eu de doute quant au fait que c'était ça que je devais faire. On va reparler des doutes parce que je pense qu'il y a plusieurs dimensions aux doutes. Tu peux en parler maintenant si tu veux. Ah ouais ? Ouais, vas-y. Bah, je sais pas pour toi comment c'était, mais en fait, c'est comme... au fond de moi, je sais que c'est ça que je veux faire. C'est sûr, il n'y a pas d'autre chose. Mais tu as des moments dans ton parcours professionnel où c'est difficile et où tu te dis, mais ça se trouve, moi je veux faire ça, mais c'est pas fait pour moi. Ça se trouve... mais tu sais quand même que c'est ça. Je sais pas si... Ouais, je vois. Puis c'était surtout, en fait, par rapport aux doutes, il y a... Tu sais, il y a un peu les doutes que nos parents ont vis-à-vis de nous quand on veut faire de l'art, quand on veut faire de notre métier l'art, parce que c'est pas trop vu comme un métier. En tout cas, à l'époque, tu vois, je trouve que les mentalités, elles évoluent maintenant. Il y a aussi la société, tu sais, qui, fait que... non, faire de l'art, c'est pas un métier, qui te fait croire que c'est pas possible. T'as aussi, oui, l'environnement scolaire qui te montre que faut faire un bac S, ES ou L pour rentrer un peu dans les cases et qui, du coup, parviennent à te faire douter, je trouve, de toi et de ce que t'as envie de faire au fond de toi et que t'as envie de vivre de ta passion. Et il y a aussi, les doutes qu'on se met soi-même parce que, comme tu disais, l'évolution d'une carrière d'un artiste, elle est jamais linéaire. Et il y a des moments où il y a toujours des hauts et des bas en fonction de ce qu'on vit, des castings qu'on passe, des moments où on pense avoir réussi notre casting, on pense avoir kické et tout. Et en fait, tu te rends compte que t'es pas pris, tu te rends compte que finalement tu corresponds plus et du coup ça te vient à te remettre en question. Ouais.
Mais d'ailleurs, j'ai une petite question par rapport au casting. Ouais. Toi, tu les vis comment tes castings parce que bon, t'es casting de danse et casting de jeux, cinéma, théâtre et tout ça. Je sais pas à quel point ça... Moi, j'ai jamais fait de casting de danse. Donc, J'ai jamais fait non plus de casting de théâtre-cinéma, mais pour avoir fait un peu de comédie et de théâtre, Enfin, en tout cas, pour même voir des amis dans mon entourage faire des self-tapes, etc., c'est un peu différent, je trouve, des castings de danse. Bah, déjà, casting de danse, il y a beaucoup un rapport avec le physique, tu vois, qui a peut-être pas forcément au cinéma, je sais pas. Je sais qu'il y a des rôles qui sont préécrits. Ouais. Oui, quoi, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est vrai que... La danse, c'est spécial quand même. T'es toujours devant un miroir. T'es devant un miroir. Moi, le nombre de fois où j'ai pas été prise, même à un premier tour. Et après, tu sais, je prends du recul avec les premiers castings que je passais, les castings que je passe maintenant. Maintenant, je viens passer un casting, je me dis, bon, oui, j'y vais pas en mode je suis en vacances, tu vois. Je donne quand même de moi. Mais je prends beaucoup plus de recul. Je me dis, ça va pas me triturer autant que quand j'ai débuté la danse parce que je comprenais pas et que je culpabilisais pour rien. Des fois, oui, je passais pas les premiers tours et on venait me voir, on me disait, ah bon, t'as pas passé le premier tour? J'étais là, bah non. Et tu sais, je comprenais pas et j'en faisais un peu toute une montagne, etc. Et maintenant, je me dis, bah en fait, c'est comme ça. C'est juste que ça se trouve, mon profil leur correspondait pas. C'est ça. C'est tout en fait. Tu peux pas savoir. Trop de critères, quoi. Ou en tout cas, s'il y en a pas trop, il y a des critères particuliers et tu peux pas correspondre à tout et puis tu sais pas ce qui... Ouais. Complètement. Ouais. Toi, tu le vois comment? Les castings? Ouais. En fait, moi, je suis... Enfin, pareil que toi. Au début, j'étais là. Ouais, je suis déterminée. Je vais la voir, là. Mais en fait, tu te prends tellement de noms tout le temps et c'est normal qu'au bout d'un moment, tu te dis... En fait, si tu veux, ça rend le processus du casting normal. Je pense qu'on le diabolise un peu trop. Et donc, au début, où je stressais beaucoup, je voulais faire de mon max et tout ça. Aujourd'hui, pareil, je veux toujours faire de mon max, mais j'ai plus de recul. Je suis plus en mode... c'est pas que je m'en fous, mais de toute façon, je sais que il y a plus de chances que je sois pas prise que je sois prise. Et c'est même pas une mentalité fataliste ou quoi, ou défaitiste. C'est juste... je conserve mon énergie. Ouais, non, mais c'est vrai. Tu vois, et je trouve qu'il faut aussi préserver sa santé mentale, tu vois, quelque part. Ah ouais, bah oui. Et puis de se dire que, en fait, si j'ai pas été prise à ce casting-là ou à ce projet-là, c'est que la vie, elle a autre chose à m'offrir. Exactement, ouais, c'est ça. Un projet perso ou plus de temps pour soi. Ouais, d'autres choses, quoi. Donc, du coup, maintenant, je passe un casting et je l'oublie. Mais vraiment, je fais même pas exprès, quoi. Je passe un casting et je l'oublie. J'attends rien, quoi. J'y vais, on me dit de venir, je viens. Je m'amuse, j'essaie de prendre le plus de plaisir possible. Même si parfois, il peut y avoir un peu de stress. Selon l'ampleur du projet, évidemment, t'as toujours envie d'avoir le job, quoi. Donc, surtout si tu te présentes au casting, c'est que quelque part, t'as quand même envie. Et je l'oublie. Voilà, je rentre chez moi, je fais ma vie. Après, moi, il y a juste un truc qui me désespère un peu avec les castings. Il y a encore maintenant, c'est tu te déplaces, tu donnes de ton temps et t'as souvent ce truc à la fin de on vous tient au courant ou on vous donne une réponse et en fait des fois t'as pas de réponse ou même dans les mails, tu sais, quand t'envoies des candidatures de casting, t'as pas de réponse, genre même un nom, tu vois, mais juste de donner une réponse, je trouve que c'est trop important, même c'est vrai. Enfin, je pense que c'est juste du respect en fait envers la personne qui a un intérêt pour ton projet, qui a donné du temps. Ouais, c'est clair. Même ne serait-ce que d'écrire un mail, tout ça, en fait, ça prend du temps. De rédiger un bon mail en fonction du projet sur lequel tu postules, d'envoyer ton CV, d'envoyer les photos qui correspondent, d'envoyer les vidéos qui correspondent. Toujours, ouais. Et je trouve que ça, pour moi, c'est un truc où... Ouais, pareil, quand je passe un casting, tu vois, je pense un peu autre chose, mais j'ai toujours ce truc de, tu sais, quand tu vas au bout du casting et que t'as pas de réponse, t'es là, en fait, c'est pas cool. Enfin, j'ai quand même donné de mon temps, j'aimerais quand même avoir une réponse, en fait, même si elle est négative. Ouais, bien sûr. Au moins, je peux peut-être me pencher sur l'autre projet que j'ai en attente et que je mets en pause parce que je sais pas si le projet sur lequel je postule va être c'est vrai qu'on est positif. Toujours dans l'incertitude. Ouais. En fait, on est hyper dépendant. Quand t'es artiste, t'es hyper dépendant. Et je pense que c'est pour ça aussi que maintenant, avec les réseaux sociaux, avec les moyens qu'on a, il y en a de plus en plus qui créent. Et je trouve ça génial. Mais c'est vrai qu'on est hyper dépendant des réponses, des projets, des rôles qui sont offerts, proposés. Ouais, t'es toujours dans l'incertitude. Moi, combien de fois je me dis, ça se trouve, est-ce que je peux booker un billet d'avion pour partir en vacances? Est-ce que je peux partir voir mes parents? Est-ce que je peux faire un tel projet? Puis c'est toujours aussi, je sais pas si ça t'arrive aussi à toi, mais je pense que ça arrive à pas mal de gens. T'as des périodes, t'as rien. Ouais.
Et tout d'un coup, t'as un casting. Et là, en même temps, t'as 10 projets qui te tombent dessus. Les tournages en même temps. Mais des trucs de fou en plus, tu vois. Et tu dois faire des choix, des dilemmes pas possibles. Et tu te dis, mais franchement, vous vous foutez de ma gueule. C'est toujours Parce comme que ça. toute l'année, j'ai attendu, il n'y avait rien. Donc à un moment donné. Après, il y a ce dicton aussi qui dit que choisir, c'est renoncer. Oh oui, mais bon, Ouais. ce serait bien que, vu qu'on peut pas bouffer les mois d'avant, que ce soit étalé sur 12 mois, tu vois. Ah bah ouais, franchement. Et je reviens, tu vois, tu parlais un peu de tes parents. Toi, comment t'as vécu la tension entre les attentes de tes parents pour ton avenir et ta propre envie de te consacrer aux arts? Franchement, c'était dur, mais en même temps, c'était naturel pour moi parce que comme c'était tellement ce que je voulais faire et tellement évident et tellement en moi depuis que je suis petite que, en plus, franchement, c'est de leur faute un peu. C'est elle qui m'a mise au piano quand j'avais 4 ans. C'est elle qui m'a dit fais de la danse classique et maintenant tout d'un coup je me suis prise de passion pour la musique parce que j'ai travaillé tellement dur le piano qu'on me dit non. Bah, attendez un peu quoi. Donc bon voilà, c'était difficile, mais aussi au-delà de la pression directe de mes parents, j'avais aussi la pression familiale à une plus grande échelle, c'est-à-dire mes oncles, mes tantes, grand-mère, grand-père et compagnie, qui tous les Noëls me demandaient alors tu fais quoi? Ah, quand est-ce que tu auras un vrai métier? Là là là, qu'est-ce que tu as fait? Non, 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 bref. Et ça, j'ai trouvé que c'était d'autant plus difficile parce que c'est peut-être difficile à imaginer pour ceux qui n'ont pas une famille d'immigrés. Je sais pas comment c'est pour des familles voilà, qui ont des générations en France, qui sont nées en France, etc. Mais le fait que mes parents soient immigrés et tout le reste de ma famille aussi, ça a rajouté vraiment une pression assez incommensurable. T'as l'impression que t'as dû faire une sorte de preuve, prouver des choses? Déjà ça, ouais. Mais aussi c'est comme si aller contre eux, c'est littéralement impossible. C'est genre, c'est pas une option. Et pourtant, je l'ai fait quand même, parce que c'était tellement ancré en moi la passion de la musique et du jeu, etc. Et de la danse indirectement, que j'y suis allée, mais je crois que ça demande du courage, sans dire que, voilà, sans me lancer des fleurs, mais si je dois reconnaître une chose chez moi à ce moment-là de mon parcours, au moment où je dis non à mes parents, je dirais que c'est du courage. Mais je pense que tous les artistes ont du courage en fait, parce que c'est quand même un métier difficile. De zinzin. De zinzin. Donc, ne faites pas ça. Ouais, non, ouais. mais en vrai, ce que tu dis, t'as raison, c'est que souvent nos parents nous inscrivent dans des activités extrascolaires en disant ce sera juste une activité extrascolaire. Mais ils s'imaginent pas à quel point ça peut devenir un exutoire et devenir une passion. Et ils s'imaginent pas à quel point cette passion peut justement nous nourrir et nous donner envie de vivre que de ça, tu vois. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on irait travailler dans des choses qui ne nous plaisent pas? Ouais. Enfin, totalement. Pourquoi en fait? Je trouve que la vie elle est courte entre guillemets, tu vois, et qu'il faut faire ce qu'on aime et ce qui nous plaît. Alors, je suis totalement d'accord avec toi. Pardon, je t'ai coupé. Non, t'inquiète. Mais alors, par rapport à mes parents, moi, c'est vraiment le fait qu'ils viennent du Vietnam et que c'est un pays pauvre, qu'il y a eu la guerre, qu'ils arrivent en France, qu'ils se disent il faut qu'on s'adapte, il faut qu'elle s'adapte, il faut absolument pas qu'il y ait que les gens... il faut que... Comment dire? Que la différence qu'elle a, ça se voit sur son visage et tout ça, il faut qu'elle soit un peu gommée par autre chose. C'est-à-dire le fait que je parle bien français, parce que l'accent a été très fortement mis sur mes études, que je travaille bien à l'école, donc que je puisse trouver un métier qui puisse me rapporter de l'argent, que je puisse être à l'aise financièrement. Toutes ces craintes, en fait, qui sont les craintes de n'importe quel parent au final, mais pour ma part, dans mon éducation, j'ai vraiment senti que je savais qu'on n'était pas comme tout le monde. Ok. Je savais, donc il fallait que je sois première avant tout. Voilà, même le piano. Donc tu disais tout à l'heure, nos parents pensaient que ça serait juste une activité extrascolaire comme ça. Oui et non chez mes parents, dans le sens où c'est extrascolaire, mais tu dois être la meilleure. Et en même temps, en y réfléchissant, c'est vrai que il y a ce truc des fois aussi où
tes parents ont envie, en t'inscrivant à une activité extrascolaire, oui, que tu sois bon et parfait. Ouais. Parce que des fois, il y a un parent qui a été aussi, lui, dans cette activité-là, et il veut qu'il y ait une relève, Oui, quoi que c'est ce vrai. soit. Ou... Après, c'est selon les familles, l'éducation de chacune, quoi. Ouais. Et tes parents, ils ont compris ton choix de vie, là? Maintenant, oui. Ça a mis combien de temps? Maintenant, oui. Bah, ça a mis quand même... Je dirais que ça a mis quelques années. Parce que au début, en fait, ils voient que je reste dans ma situation d'artiste. Je dis situation parce que eux, ils s'attendent à ce que, ok, tu vas être artiste, bah tu dois être hyper célèbre, hyper riche et tout. Donc moi, je suis dans ma situation d'artiste que j'adore. Hein, pauvre et précaire. Pauvre et précaire. Mais je sais pas, c'est bizarre, ça nous plaît. Hein. Ça nous plaît vraiment, quoi. Ouais. Je reste là et puis ils me disent mais quand est-ce que tu vas, il faut que tu trouves un métier. Moi je suis là non. Au bout d'un moment ils se disent franchement ok quoi, elle fait ça en fait. Comme j'ai eu des projets sympas quand même, quelques projets sympas, j'ai tourné un film au cinéma avec Omar Sy, j'ai joué dans une pièce de théâtre qui était nominée aux Molières, c'était trop bien, enfin c'était génial quoi. Donc là mes parents se disent bon, peut-être que c'est quelque chose de sérieux quoi. Et là récemment j'ai pu tourner dans un long métrage où j'ai eu le premier rôle. Je joue aux côtés d'Elysée Moon et donc c'est la première fois que mes parents m'ont dit on est fiers de toi. Ah waouh. Et là franchement attends, j'ai parfois pleuré. Là, c'était quand je recevais ces messages-là. T'es trop bien, je vois tes larmes, t'as plus de larmes que moi. Quand je recevais ces messages-là, je sais pas, parce que j'avais le bonheur de réaliser mon rêve de petite fille, de jouer dans un film, d'avoir le premier rôle et tout. Et je pensais pas que ça m'arriverait d'aussitôt, parce qu'on est en France et que c'est un peu compliqué et tout ça. Mais quand j'ai eu ce message-là, je me suis dit, ouais, c'est génial ce qui m'arrive et tout. Ils sont fiers de moi et ouais, ça m'a vraiment beaucoup émue, quoi. Ça m'a vraiment beaucoup émue. Donc, comment faire une transition après ça? Voilà, rions. Après avoir eu les larmes aux yeux. Mais j'ai plein de trucs à dire en plus sur ce moment-là, parce que, enfin, je sais pas, vas-y, hein. Je continue. Ah oui. En fait, au moment où je commence les préparations pour le film, donc on est en lecture avec le réal et tout, j'échange des messages avec ma mère et je lui dis tu viendras sur le tournage et tout, et elle me dit pardon maman de raconter un peu ça, mais c'était quelque chose qui était très, très marquant pour moi. Elle me dit non mais c'est trop compliqué, c'est loin et tout, ça m'intéresse pas. Et en fait ça m'a tellement rendue triste. Et je me suis un peu énervée, je lui ai dit mais je comprends pas en fait, tu veux que je fasse des trucs bien, et pour une fois que ça m'arrive, tu me dis ça m'intéresse pas, ça va pas du tout en fait. Et donc on a eu une petite conversation et au final pendant le tournage elle est venue me voir, elle était à fond, elle m'a dit franchement vous avez travaillé dur et tout, je suis fière de toi, vous méritez le succès et tout. Et là franchement c'est comme si ok, j'ai conclu le chapitre de mes parents. Il y a un truc qui s'est refermé, tu vois. T'as réussi à débloquer un truc en toi aussi? Ouais, je pense que quelque part, je me sens... Tu sais, je crois qu'on a toujours cette question de légitimité quand t'es artiste. Enfin, je crois que ça arrive à tous les artistes, non? J'ai, pendant très, 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 très longtemps, je me suis jamais sentie légitime. Je savais pas si j'étais une artiste ou pas. Je sais pas, tu sais, t'as toujours des questions, et surtout quand tes parents doutent de ça. Donc à ce moment-là, je crois que je me suis sentie un peu plus légitime. Ça m'a permis de m'accepter vraiment comme j'étais. Puisque au final, ma mère, elle m'accepte comme je suis. Donc je me suis dit, ok, en fait, je suis comme ça. Donc j'ai le droit, quoi. T'as le droit, t'as ta place. Ouais. De ouf. C'est trop beau d'avoir la validation entre guillemets de ses parents, même s'il faut pas attendre d'avoir la validation de quiconque pour faire ce qu'on aime. Mais c'est vrai que c'est plus difficile quand tu sais que voilà, tu veux aussi rendre fier tes proches et ton entourage, et que que t'essayes le plus possible, et que tu vois que ça prend pas. C'est difficile aussi, tu vois, de pas douter en tant qu'artiste et de se dire mais est-ce que c'est la bonne direction que je suis en train de prendre, alors que oui, là où t'es à la bonne place, parce que on sent tous au fond de nous ce qui nous fait vibrer.
Et je trouve que quand on est artiste, on est, comment dire, on a envie de se réaliser soi, bon, comme n'importe qui, mais l'accent, il est un peu plus mis sur le soi, enfin, tu sais, c'est sur nous, c'est nous, quoi, ce qu'on gagne comme récompense, comme argent, enfin, pour vivre, c'est nous, c'est vraiment nous le gagne-pain. Et il y a cette difficulté aussi de vouloir satisfaire tes proches et tes parents. Et moi, ma mère, elle rêve d'avoir une maison à la mer, tu vois. Et j'espère qu'un jour, je pourrai lui offrir. Mais en même temps, j'ai envie aussi de me concentrer sur mes rêves, ce que je veux faire. Et tant que je suis pas satisfaite de là où je suis ou de ce que je fais... Et peut-être que c'est un jeu du chat et de la souris où t'es jamais satisfait, tu vois. Mais ça, je pense qu'il faut apprendre aussi à Pardon, j'ouvre des milliards de sujets en même temps. T'inquiète, vas-y. Mon ordinateur, il est, tu sais, il y a plein d'onglets. plein d'onglets. Du coup, je sais plus ce que je disais, mais voilà, il faut aussi se satisfaire de ce qu'on fait, de prendre le plaisir. Et donc, en fait, voilà, j'ai envie de satisfaire mes parents, mais j'ai aussi envie de me satisfaire moi, et donc ça met beaucoup de pression parfois. Ouais, mais il faut pas s'en mettre de la pression. On est très dans les émotions, là. Dans la bipolarité des émotions. J'ai pas eu le temps de voir ma psy cette semaine, donc je viens ici. Super. Je rigole parce que les auditeurs ne le savent pas, mais on se connaît bien. Voilà. Sinon, je me permettrais pas de te répondre comme ça. Super. D'accord. On a fait quelques blagues dessus aussi. Ouais, voilà, en off. Mais vous ne saurez pas tout ce qui se raconte en off. Voilà. Je reviens sur les émotions et sur la danse. Quelles sont les premières émotions que tu as ressenties en dansant et qu'est-ce que la danse t'apporte au quotidien ? Alors, je crois que mes premières émotions de danse, je me souviens pas. Devant ton miroir de ta commode. Oui, mais ça, c'était pas... mes premières émotions. Je parle en règle générale. Oui, parce que je crois que mes premières émotions, c'est à ce moment-là, c'est devant ma commode. mais quand je commence la danse à 6 ans, je suis pas sûre d'avoir des émotions vraiment, parce que je suis plus dans le truc de il faut que je fasse bien et tout. Tu sais, en plus, c'est la danse classique, donc il faut que tu aies une position précise. Et ma mère qui me disait... il faut que tu danses avec ton âme, il faut que tu t'exprimes. Donc moi j'étais très sur ça, donc j'étais il faut que tu danses avec mon âme. Moi j'ai 6 ans, tu vois. Je suis là, c'est quoi mon âme ? C'est qui mon âme ? C'est qui mon âme ? Donc voilà, je suis concentrée sur autre chose, quoi. Mais ça me plaisait. Mais tu vois, par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que la danse, elle peut jouer un rôle dans ton développement artistique ou est-ce que ça peut compléter ton expression artistique au global ? Est-ce que ça peut t'apporter quelque chose aussi en tant que comédienne, en tant qu'actrice ? Ah ouais, carrément. Ouais, je dirais même que c'est... En fait, je me suis pas vraiment posé la question, en tout cas dans ce sens-là, parce que c'est tellement un ensemble, tu sais, si tu te dis pas, Enfin, je sais pas, tu t'aimes ça, quoi. T'aimes la danse, t'aimes le théâtre, le jeu, c'est comme ça. Mais donc, en fait, la danse, oui, ça m'a permis vraiment d'avoir une conscience de mon corps avec la gymnastique. Mais la danse encore plus, parce que tu sais, Enfin, encore plus, je sais pas si on peut comparer, mais en tout cas, la danse, c'est... Tu peux faire passer plus de messages dans des mouvements, plus... Ouais, tu peux faire passer des messages, voilà, c'est ça. Tu peux faire passer des messages. Et donc, c'est quelque chose qui sert, je pense, à un comédien. Parce que tu dois te servir de ton corps. Et puis parfois, je le sens quand je suis pas échauffée, que je fais des personnages ou quoi, dans ma chambre, chez moi, ou même dans les cours de théâtre. Parfois, tu fais des trucs de ouf un peu. Et tu te coinces un peu des trucs quand t'es pas bien chauffé, quoi. Donc comme quoi, il faut vraiment bien connaître son corps, bien se chauffer, être à l'aise avec. Parce que parfois, t'es sur scène, tu sais pas quoi faire de tes mains, ou même quand tu chantes, quand t'es sur scène, en tant que chanteuse, je pense que et le théâtre et la danse, ça te permet d'avoir une certaine aisance scénique, d'être bien, quoi. D'avoir de la prestance et de l'allure. Ouais, aussi. Prestance, allure, et de bien jouir de ton plaisir d'être sur scène, je pense. Et comment justement la danse te permet de t'exprimer et de dire ce que les mots ne peuvent pas ? Ah, c'est une bonne question. Est-ce que par rapport à ta culture, par exemple, ça peut être un exutoire, donc pas quand t'as commencé la danse classique, mais après, plus le côté hip-hop, même les heels, est-ce que ça t'a permis de découvrir un peu plus ta féminité ou... Carrément, j'allais en parler des heels. Ouais. Côté hip-hop,
Ouais, il y a ce truc où je pense que j'ai pas mal déversé ma colère, ma rage, une énergie un peu plus forte, un peu plus intense. Je pense que je l'ai pas mal déversé dans le hip-hop. Franchement, sur les musiques de Busta Rhymes, de Missy Elliott et tout, tu peux pas faire autrement, quoi. Puis t'as Fat Man Joe aussi qui crie derrière. Ça t'exhorte vraiment à danser à fond, mettre à fond ton énergie. Chose que dans un foyer vietnamien, je dois quand même être assez soumise aux parents. Il y a un grand respect des ancêtres, des parents, de la famille, donc tu ne peux pas t'exprimer trop fort non plus, quoi. Quand t'es une jeune fille, c'est pas très bien vu de rire à gorge déployée, de faire des grands gestes, bon voilà. Donc le hip-hop, ça m'a permis de poser cette énergie-là que j'avais, et ça m'a vraiment aidée. Yes. Du coup, tu me parlais des Hills et je voulais répondre à ça parce que c'est j'ai découvert les Hills avec Nadine Timas, et ça m'a complètement transformée. À un moment où je découvre où j'essaie d'amadouer ma féminité. Parce que je la connais pas encore. C'est un moment où je sais pas trop où je suis en transition, mais je sais pas trop ce que c'est. Et en fait, je comprends que je deviens femme. Et c'est à ce moment-là où je deviens en paix avec l'énergie féminine et l'énergie sexuelle aussi. Que tu peux avoir, l'énergie sexuelle qui est l'énergie créatrice. J'avais une grosse énergie de création, et je pense que j'avais aussi besoin d'exprimer cette énergie-là, voilà, cette énergie féminine, sensuelle, etc. Donc j'ai pu faire avec Nadine Timas. Et par contre, c'était peut-être quelque chose que j'aurais du mal à exprimer par des mots. Ouais. Par des mots, dans des conversations. La danse, elle a fait un pont, en fait. Et donc après ça, quand j'ai pris pas mal, quelques cours avec Nadine Timas, et d'ailleurs l'évolution elle est folle parce que quand tu vois les premiers cours et la fin, c'est vraiment raide, rigide, j'ose pas, je suis timide, qu'est-ce que c'est que ça, oh là là, j'ose pas, et le truc où vraiment ok, je suis une femme, j'ai le droit de faire ça. Et donc, l'évolution, elle est assez folle, et ça m'a permis après de pouvoir mettre des mots sur ce que je ressentais au niveau de cette énergie de femme. Et tu crois que ça pourrait aider justement d'autres artistes à mieux s'exprimer, à se sentir mieux et dans leur peau ? Totalement, ouais, la danse, ouais, de ouf. C'est un peu... Mais je pense que tous les arts sont des thérapies. Hein. Ouais. Et donc, en fait, quand tu additionnes des thérapies, plusieurs thérapies différentes ensemble, ça fait un combo thérapeutique. Gagnant, thérapeutique. Combo gagnant. Combo gagnant. Moins cher que le psy. Ah ouais, c'est... Enfin, quoi que prendre des cours et tout, c'est pas donné. Mais oui, c'est moins cher sur la longueur, c'est sur le long terme, non, allez voir, bien évidemment que ça va oui, pas. allez voir des psys. Si vous en sentez le besoin, et peut-être que vous n'en sentez pas le besoin, mais que vous en avez besoin. La conversation a dévié. Ouais, c'est clair. Quel conseil tu donnerais justement à quelqu'un qui souhaiterait utiliser la danse comme outil de transformation, de perfectionnement et de dépassement de soi ? Je dirais d'y aller, de ne pas se poser de questions, parce qu'on se pose beaucoup de questions. Moi-même, je me suis posé énormément de questions. Et encore, d'ailleurs, je pense que je prends plus trop des cours collectifs parce que j'ai peur de pas pouvoir suivre et de me retrouver à la ramasse et de me dire putain, mais t'es trop nulle. Voilà, t'es une merde. En fait, moi, ça m'avait fait ça quand j'avais repris la danse et que j'avais pris les cours co. Je m'en sortais pas du tout. Je m'en sortais pas, j'étais dépassée. J'étais là, oh là là, j'arrivais pas. Et à la fin, je sortais, j'étais déprimée. J'étais là, mais t'es nulle. T'es vraiment. Vraiment, je me dépréciais beaucoup. Ah ouais, de ouf, tu te comparais beaucoup aux autres. C'était, ouais. Ouais, mais même pas. Peut-être un petit peu, mais surtout, je me disais, t'as pas suivi. T'arrives pas à suivre, ma pauvre. Je me regardais dans le miroir, je disais, oh là là, quelle catastrophe. Et donc, je ressortais déprimée. Je me disais, si c'est pour prendre un cours de danse, pour sortir déprimée, c'est pas la peine. Donc, j'ai dit, tranquille, on va aller prendre des cours privés. On va remonter un petit peu tout ça. Et une fois qu'on se sentira plus à l'aise, on ira prendre des cours collectifs. Donc après, j'ai pris des cours collectifs. Mais en fait, voilà, juste
faites-vous plaisir. Prenez du plaisir. Vous suivez pas, c'est pas grave, on s'en fout. Faites-vous plaisir. Oui, en fait, voilà, c'est que tant que ça t'impacte pas et que ça te... tu sors pas en dep de ton... Ah ouais, c'est clair. Je te jure, je ressors. Après, ça peut être toujours un moyen, tu vois, de dire, ok, là, du coup, je ressens pas quelque chose qui est aligné et mince, peut-être qu'il faut que je travaille sur autre chose aussi en moi. Ouais. Ça peut être une autre manière de voir les choses toujours de manière positive, je dirais. Et puis ouais, si t'as pas envie de prendre un cours, moi c'est ce que je disais aussi dans un autre épisode de podcast, tu peux danser en fait chez toi dans ton juste salon. danser devant ta commode. Ouais, c'est ça, du voilà, reprendre reprendre une petite ombre. Exactement, quelque Un chose petit juste qui te reflet. fasse kiffer. Ouais, exactement. Ou même prendre des salles en location et d'être seule. Je crois que tu fais ça aussi à Paris. Souvent, voilà. Ouais, je fais ça souvent. C'est trop bien. Ouais. Enfin, il y a des périodes où je le fais pas. Tu sais, moi, en fait, je crois que je fonctionne par cycle. Il y a des cycles où je fais beaucoup de danse. Après, ça va être beaucoup de musique. Beaucoup de chants, beaucoup de jeux, et donc un peu moins des autres. Et ouais, louer une salle, danser chez vous. Je fais ça aussi, je danse chez moi. Je mets des musiques, je me fais kiffer et tout. Je m'imagine dans des clips, dans des films. C'est ça. Je m'imagine dans des univers un peu parallèles. En battle, tu sais, je m'imagine, je fais des battles et tout. Pas des battles en mode compétition, mais des battles en mode, tu sais, des cercles ou des soul train, tu vois, des trucs comme ça. J'imagine ça et tout. Chez moi, toute seule. J'ai pas d'animaux. Voilà. Donc... la vie d'artiste. La vie de gens bizarres. Bah, tu sais, quand t'as pas de job et tout, ouais. t'attends des castings. Voilà, quoi. Non, mais en vrai, il faut s'exprimer, il faut se sentir bien, le faire comme si personne te jugeait, te regardait. Et... Ouais, c'est ça. Et moi, plein de fois, je le fais. Des fois, ça me prend à 23h30, alors je suis censée aller me coucher, j'ai envie de danser, et je me dis, danse, t'as pas dansé aujourd'hui, t'as été sur un ordi toute la journée assise à faire du montage, bah, je mets mes écouteurs, je mets mon casque, et je danse même sans forcément être dans la performance, mais juste parce que ça me fait du bien. Ouais, parce que ça te fait du bien, ouais. Et des fois, je m'imagine en soirée. Oui, je suis chez moi toute seule avec mon casque sur la tête. Ouais, moi aussi, en soirée et tout, genre, tu sais, tu te crois un peu stylée et tout. Alors t'as la gueule on en comme a fait ça. des soirées Oui. On dansait en fait on dansait vraiment entre nous d'ailleurs. Bah oui. Je me souviens une fois on était il y avait personne, c'était une piste où il y avait personne. Tu te souviens ou pas à l'Institut du Monde Arabe? Oui. Il y avait personne, il y avait le DJ. Je me souviens, et d'ailleurs ça a ramené du monde et ça a créé une petite ambiance. Parce que je sentais aussi, il y a ce truc aussi où je sens parfois en soirée. Tu sais, quand t'es danseur professionnel, alors t'as ceux qui veulent un peu show off, bon, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a aucun jugement, et t'as ceux tu sais, qui veulent juste s'éclater. Sauf que quand tu as quelques compétences en tant que danseur, t'as des trucs qui surgissent, et donc les gens ils sont toujours un peu genre oh waouh, c'est ouf ce qu'elle fait, et ça peut parfois genre soit émerveiller, soit contraindre les gens à rester sur le côté parce qu'ils trouvent qu'ils n'ont pas leur place. Et je trouvais qu'à ce moment-là, ça avait genre créé une sorte d'ambiance où on avait réussi à ramener les gens au milieu et on rigolait de ça. On faisait n'importe quoi. C'était trop bien. On faisait n'importe quoi. C'était trop cool. C'était trop cool. Et comme quoi, voilà, la danse rassemble, la danse émerveille, la danse crée des émotions. Et crée du lien. De ouf. Et comment, toi, ça a transformé ta perception de toi-même et du monde qui t'entoure? Alors, outre le fait que je ressentais des cours collectifs en me disant t'es qu'une pauvre merde, j'ai réussi à transformer ça parce que, comme tu disais, c'est peut-être qu'il y a quelque chose d'autre ailleurs. Parfois, on n'en a pas conscience et on ne comprend pas ce que c'est. D'où l'importance d'aller voir des psys. Mais donc, en fait, j'ai travaillé sur ça. Et par la suite, la danse, ça m'a, au contraire, donné une meilleure image de moi-même. Notamment après la rencontre avec Nadine Timas, que je remercie de tout mon cœur, parce que vraiment, elle m'a apporté énormément. Sans forcément, en plus, que ce soit son... Comment dire... je pense qu'elle aime faire ça, mais c'est pas forcément son but premier. Je veux transformer les gens, tu vois. Elle veut donner du plaisir aux gens. Ça lui fait plaisir de transformer des femmes. Mais voilà. Et en fait, vraiment, j'ai une grande reconnaissance envers elle. Bon, tous nos profs en général, enfin tous mes profs, les mentors, voilà, nos mentors et tout. Et après ça, vraiment. Je t'ai dit, je me suis dit, ok, je suis une femme. Oh, bah, je suis belle en fait. Parce qu'on a tous on peut tous avoir un problème avec notre image. Mais je crois que j'ai réglé mon problème, plus ou moins mon problème d'image, je l'ai réglé après ça, quoi. Après cette histoire de... j'avais fait d'autres trucs pour régler ça, j'avais beaucoup travaillé sur moi-même et tout, mais ça fait partie du travail sur soi, je crois. Et comment tu perçois justement le rapport entre le corps et l'esprit dans la danse? Tu vois, on parle de l'image, mais du coup, il y a aussi ce côté, le rapport à soi, ce qu'on ressent. Bah, c'est vraiment intimement lié, hein, finalement.
C'est comme tu disais tout à l'heure, tu disais à 23h30, parfois j'ai envie de danser parce que ça me fait du bien. En fait, tu sens ton corps bouger, tu sens que t'existes, tu sens que... Je sais pas comment expliquer, c'est un peu... c'est spirituel, je crois. Ouais, c'est mieux se connaître, c'est mieux s'accepter, peut-être finalement aussi. Ouais. Quand tu danses devant un miroir, t'es là, quoi, c'est toi, hein, donc tu peux pas changer, tu peux pas faire autrement, donc t'es obligé de t'accepter ou de souffrir. Donc là, vaut mieux s'accepter, je pense. Donc ouais, je crois que c'est directement lié et l'un et l'autre influent. Le corps influe sur l'esprit, l'esprit influe sur le corps. Bon, c'est pas nouveau. Ce que je dis, c'est vraiment pas... Diem. Fini Diem 2024. Voilà. Ok. Et quel est le rôle de la danse dans notre société actuelle ? Je crois que ça donne de la joie, hein. Bonheur, on peut pleurer en dansant, on peut être en bien-être, on peut rire. Je repense à notre fameuse soirée et tout. On peut faire plein de choses en dansant. Le rôle, tu m'as demandé, c'est ça ? Ouais. Le rôle de la transmission aussi. Se transformer, aller mieux, rôle thérapeutique, la découverte. Parce que quand tu sais, la danse, t'as envie de tester plein de danses de plein de pays différents, de cultures différentes. Donc tu découvres plein de choses, ça t'enrichit. Tu rencontres des gens. Ouais. Et j'avais une petite question aussi par rapport à l'art, en règle générale. Pourquoi l'art, il est important pour toi et est-ce que tu crois que ça peut changer le monde ? Alors l'art, il est important pour moi parce que j'ai grandi avec et je me vois pas faire autre chose et vivre une vie sans art. C'est important parce que c'est à travers ça que je peux m'exprimer, même au-delà de m'exprimer envers et pour des gens. Tu sais, parfois t'es chez toi, on en parlait, on a envie de danser et tout, mais parfois je suis chez moi, je chante, je fais de la musique ou je me fais des petits personnages, ça me fait du bien, ça me divertit. L'art, c'est aussi... tu fais passer des messages, tu peux dénoncer des choses, tu peux faire comprendre des situations... Et ouais, je trouve que c'est important parce que tu peux toucher les gens avec l'art. Et ouais. Tu penses que aussi avec ta culture, tu peux toucher d'autres personnes et essayer de changer un peu aussi les représentations ? On en a parlé, tu vois, un peu en off de... de trouver sa place aussi en tant que femme et en tant que femme asiatique dans le milieu artistique. Quels ont été tes principaux défis et obstacles ? C'est pas facile, hein, déjà que artiste. Après, j'ai jamais été artiste non asiatique. Donc je pourrais pas dire, mais je crois comprendre que c'est déjà pas facile. Mais alors, asiatique, franchement, c'est aussi pour ça que j'ai fait pas mal de cycles. C'est-à-dire que, voilà, j'ai tourné mon premier film à 14 ans. Donc je faisais du théâtre et tout ça, je prenais des cours. J'essayais de trouver d'autres jobs, de films, de machin. Il n'y en avait pas énormément. Donc je me suis dit, bon, on va pas attendre que ça se passe. Donc on va faire de la musique. La musique, t'es tout seul. Enfin, tu travailles avec des gens, mais ta musique dépend pas des autres. Elle dépend de toi, donc tu peux très bien. Donc j'ai fait de la musique. En même temps, je passais aussi des castings. Mais pareil, même dans la musique, parce que j'avais fait The Voice il y a 10 ans, c'est horrible. T'as pris une claque là. Waouh. T'as pris une... Ah ouais, c'est dingue. Ouais. Mais en même temps, c'est mon parcours, c'était il y a 10 ans, et c'est comme ça. Et c'est très bien. Donc j'avais fait The Voice, et on avait fait une tournée après, un peu dans le nord de la France. Et je sais pas si c'est moi qui pense ça, qui crois ça, mais j'avais l'impression que mes copains qui étaient blancs, je sais pas, ils étaient plus souvent appelés, parce qu'en plus moi je chantais en anglais, donc c'était peut-être moins intéressant pour les personnes, les Français du Nord, je sais pas comment appeler cette audience, mais voilà, les personnes pour qui on chantait en tout cas, c'était peut-être moins intéressant, je sais pas, mais j'avais l'impression que, sans que ce soit explicite, on s'intéressait un peu plus à des personnes qui chantaient de la variété française, auxquelles on pouvait plus
comment dire, représenter. Voilà, c'est ça. Se représenter, se retrouver. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, voilà. Ensuite, la danse, mon expérience de danse, c'est vraiment... Je ne suis pas danseuse professionnelle. Je danse vraiment pour le plaisir. Maintenant, il y a eu un peu de danse dans le long métrage que j'ai tourné, là, qui était un long métrage comédie musicale. J'aimerais beaucoup faire une comédie musicale aussi. C'est pas un problème, mais je suis pas danseuse professionnelle en mode je vais faire que de la danse. Ça sera quelque chose qui va se rajouter dans un clip ou dans... Voilà, peu importe. Quel est le rapport? Qu'est-ce que je dis là? Qu'est-ce que je raconte? Je suis pas dans ta tête. Toi, qu'est-ce que j'ai dit quoi avant là? La musique. On parlait de la musique, des représentations. Oui, voilà. Et donc la représentation au niveau de la danse, ça je me rends pas compte puisque j'ai pas d'expérience professionnelle dedans. Mais je pense que voilà, l'art il est important parce que pour dire aussi, on a des Asiates en France. Ouais. Et pas qu'un peu, parce qu'on est partout, mais on ne nous voit pas ni à la télé, ni dans les choses un peu plus culturelles, artistiques. Et ça, je trouve que c'est dommage parce que je connais plein de personnes asiatiques qui sont très talentueuses, des danseurs, des acteurs, actrices, des chanteurs, chanteuses. Ok, on est peut-être un peu moins nombreux en tant qu'artistes, mais on est là. Et c'est important parce que quand j'étais petite, mon seul modèle asiatique, c'était Jackie Chan. Et je l'adorais. J'étais trop fan. Mais j'avais pas d'autres modèles, pas de modèle de femme. Peut-être Lucy Liu un peu, mais bon, voilà. En France, il y en avait pas. Il y a eu Angoon, mais au final, c'était un peu compliqué aussi parce que, tu sais, on a eu pas mal de moqueries, je pense, les personnes asiatiques. Enfin, je veux pas me faire porte-parole, mais en quelque sorte, je le suis malgré moi, vu la tête. Voilà. Non, mais pardon, je rigole, mais bon. Voilà, donc j'ai eu des moqueries à Angoon, on m'a appelée Angoon, pas mal, donc je pense que j'ai pas été la seule à avoir été appelée comme ça. Et c'est dommage qu'il y ait eu seulement Angoon, qui est très talentueuse. Et on aurait pu avoir aussi, je pense, d'autres artistes d'origine asiatique. Et maintenant, Nadiem. Parmi tant d'autres, je l'espère. Voilà. C'est trop bien. Écoute, l'épisode touche bientôt à sa fin. Quelles sont justement tes plus grandes récompenses que tu as tirées de ta carrière artistique pour l'instant, qui est pas finie? Le plaisir que j'ai eu à faire ce que j'aimais, quoi, je pense. C'est ça la récompense. Même s'il y a des moments de torture... Physique et psychologique. Qu'on s'impose souvent à nous-mêmes. Ah ouais. C'est vraiment pas facile. Hein. Faut vraiment... et d'ailleurs, je pense qu'il faut être entouré. Faut vraiment garder cet entourage amical et familial. Ouais. La récompense, c'est le plaisir. C'est... je me suis fait pas mal d'amis aussi grâce à ça. Je pense à toi, je pense à Jérémy, je pense beaucoup d'autres. Donc ça, c'est très important pour moi parce que mes amis sont très importants pour moi. Au final, quand mes parents me disent qu'ils sont fiers de moi, c'est la plus belle des récompenses. Ouais. C'est trop beau. Et pour continuer à avoir des récompenses, il faut continuer à faire des projets. Quels sont tes projets? Excuse-moi, j'aimerais aussi parler d'une chose, une récompense immense aussi. On n'a pas parlé du coaching vocal, mais en fait, je fais du coaching vocal et j'ai des élèves géniaux. Genre vraiment, je les aime trop. Et en fait, je sais pas si je leur dis, s'ils le savent en fait, c'est hyper gratifiant pour moi d'être à leur contact et de leur transmettre quelque chose avec juste mon expérience. Je dis pas que je suis un maître de je sais pas quoi, juste vraiment de leur transmettre un peu de mon expérience, de ce que j'ai appris, de les voir évoluer. On partage des moments où on a déjà pleuré et tout en cours avec un peu tous les élèves, mais c'est des moments qui sont hyper fort, intense, beau. Pour moi, c'est une très très grande récompense, ça. Cette transmission avec les élèves, je crois que ça a pu en aider certains, soit professionnellement et ou personnellement. Comme moi, ça a pu m'aider, en fait, cette transmission que j'ai reçue de tous mes professeurs, et au niveau professionnel et au niveau personnel. Voilà, j'ai des cours de chant qui ont été très thérapeutiques pour moi. Et voilà, ça c'est vraiment...
incroyable, je pense, quand t'es prof et que t'aimes ça. Bah ça, c'est trop bien. Bon, on a tous de l'impact sur quelqu'un. Et c'est trop beau quand tu vois que justement que ton impact, il fait grandir les autres et il est ultra positif. Ouais. Et j'ai envie de dire quelque chose, parfois on le sait pas. Ouais. On m'a déjà fait des retours. Quelqu'un qui m'a dit « Ah oui, il y a une telle qui a vu ta vidéo, ça lui a donné envie de faire de la danse en talons, d'explorer sa féminité. » Et en fait, j'aurais jamais su, tu vois, j'aurais vraiment jamais su. Donc parfois on le sait pas. Donc comme quoi, il faut continuer à faire ce qui nous fait plaisir, ce qu'on aime et ce qu'on a envie de faire, quoi. C'est tellement vrai. Et justement, quel conseil tu donnerais aux personnes qui doutent d'elles-mêmes ou qui ont des proches, peut-être qui ne croient pas en leur projet ou... Les personnes qui doutent d'elles-mêmes, ça arrive. Ça arrive tout le temps. Ça arrive souvent. Ouais, en fait, on se prend trop la tête. En vrai, on va mourir à la fin. Puis, je sais pas, au-delà de la Terre, il y a l'univers qui est énorme, immense. Enfin, nous, on est minuscules. On est vraiment des petites poussières comme ça. Donc, on se prend trop la tête. Je dis ça, moi, j'ai bien sûr douté de moi tout le temps et je doute encore de moi tous les jours. Mais du moment que le doute te pourrit pas et que c'est un moteur, parce que ça se peut, ouais. Ok, très bien. Par contre, si ça te pourrit et tout, bon, va voir un psy. Cet épisode. Non, mais pardon, excuse-moi. Il faut vraiment se dire, voilà, cette fille est vraiment pas stable dans sa tête. Elle a vraiment besoin d'une psychothérapie. Oui, c'est le cas. Mais bon, voilà, allez voir un psy. Mais surtout, non, mais croyez en vous. Enfin, c'est bon, c'est pas grave, quoi. Il n'y a pas de souci, on peut croire en nous. Et les proches, ne les écoutez pas. Écoutez-les que quand ils disent des trucs bien. Yes. Soyez un peu dans le déni parfois. Je pense qu'il faut être un peu des loulous parfois. Des loulous. C'est quoi des loulous ? Des loulous, tu sais, le truc, tu sais, sur les réseaux, là, sur TikTok, tout le monde parle des loulous, tu sais, c'est quand t'es dans le déni. J'ai apporté une référence qui ne parle à personne. The Loulou, ok. Ouais. Ah bah j'ai appris quelque chose. Voilà, ça vient de delusional. Et donc, c'est les meufs qui disent... en fait, quand t'es dans le déni et que tu crois que, par exemple, que t'es millionnaire, tu vis comme une millionnaire, mais en fait, t'as pas beaucoup d'argent. Comme moi, actuellement. Et je pense que je suis millionnaire pour vivre une vie de millionnaire, voilà, pour me dire que je vais devenir millionnaire bientôt. C'est bien de se dire ça. Je pars vraiment dans tous les sens. Bon, on va clôturer l'épisode sur peut-être un dernier mot que tu aurais à dire en rapport peut-être avec l'épisode ou quelque chose qui te tiendrait à cœur de partager pour conclure l'épisode. Je crois qu'il faut se faire plaisir et qu'il faut chercher le plaisir. Juste vraiment pas trop se mettre de pression parce qu'il y en a déjà et c'est pas la peine d'en rajouter. Juste en fait, on se fait plaisir, quoi. Yes. Ouais, voilà. Trop bien. Merci Diem. Merci Maïwen, merci beaucoup. J'espère que je suis pas partie dans tous les sens. Je suis un petit peu... Non, t'inquiète, c'était très bien justement. Il y a eu de la légèreté et la psychothérapie. Oui. Allez voir votre psy après cet épisode. Prenez rendez-vous sur Doctolib. Voilà. Non, merci beaucoup d'être venu jusqu'à moi et d'avoir échangé sur tous ces sujets. Merci à toi de m'avoir invitée. Merci. Merci à bientôt. Beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.